Salam alaikum Mazoul, bonsoir. Le 8 mai 1945, un anniversaire d'une immense portée historique pour l'Occident, y compris l'Allemagne, qui célèbre aujourd'hui la capitulation du nazisme. En Algérie aussi, cette date du 8 mai 1945 est un anniversaire d'une immense portée historique aussi, mais pas pour les mêmes raisons toutefois, puisque en Algérie, c'est la commémoration macabre d'un événement tragique, le carnage de dizaines de milliers d'Algériens qui avaient cru que l'heure de la libération était arrivée pour eux aussi. Ils avaient cru que cette victoire contre le fascisme allait sonner le glas de toutes les oppressions, de toutes les servitudes, de tous les esclavages, de tous les colonialismes. Ils sont sortis dans la rue, vibrants d'allégresse, emplis d'espoir, manifester leur aspiration à la libération, à la dignité. D'autres fascistes, ceux-là qui n'étaient pas partis combattre le nazisme, ceux-là qui se sentaient si bien sous les collaborationnistes de Vichy, allaient les exterminer de la façon la plus barbare qui puisse s'imaginer, les jeter par cargaisons entières au fond de vertigineux précipices, les enfouir comme du bétail contaminé dans des fosses communes. Après l'indicible répression et l'humiliation massive des indigènes, comme on disait, pour les marquer au fer rouge de l'ignominie, pour les rabaisser publiquement et officiellement dans la fosse d'infra-humains qu'ils rêvaient de ne plus être, le général Duval, qui avait coordonné la boucherie, s'adressera aux Français d'Algérie et laissera cette déclaration à la postérité. Je le cite. « Je vous ai donné la paix pour 10 ans. Si la France ne fait rien, tout recommencera en pire et probablement de façon irrémédiable. » Fin de citation. Il ne savait pas, ce général, combien cette phrase allait être prophétique. Moins de 10 années plus tard, éclaté le 1er novembre 1954, qui allait aboutir à la libération de l'Algérie. Aujourd'hui. HuffPost, massacre du 8 mai 1945, les crimes coloniaux toujours pas reconnus par la France, par APS, RTL, Algérie, le 8 mai 1945 à Sétif, on se souvient surtout des massacres, par Cécile de 16, Al-Watan, commémoration du 8 mai 1945, les atermoiements de l'État français pour reconnaître les massacres, par Msbah Salim. 8 mai 1945, une date, 2 événements. Et avec nous pour en parler, Najib Achour, historien, spécialiste de l'Association des oulémas musulmans algériens. Merci d'être avec nous, Najib Achour. Bonsoir, je vous remercie. Sadr Sellem, écrivain et historien, غني عن التعريف المغاربية, comme tout chacun le sait. أهلا بك Sadr Sellem. Et au téléphone, Youssef Girard, historien spécialiste du PPA-MTLD. Merci d'être avec nous, Youssef Girard. Bonsoir, merci de votre invitation. Merci. Alors, Sadr Sellem, 8 mai 45 en Algérie. Au début, j'étais tenté de donner un titre commémoration et petits fours. Parce que généralement, ça se commémore en Algérie avec des petits fours et de la limonade. Le temps de faire des petits discours et puis s'en va. Et puis, petits fours, ça m'a rappelé aussi les fours à chaud qui ont été massivement utilisés dans les fosses communes où on enterrait des Algériens par centaines dans des fosses communes. D'abord, le nombre. L'Algérie annonce et insiste sur le chiffre de 45 000 morts contre 102 Européens tués. Pourquoi 45 000 morts? Parce que, avec les estimations de l'époque,
Et ceux qui étaient les plus en mesure d'avancer des estimations valables, c'est les Américains, qui contrôlaient tous les aérodromes à partir du débarquement de 1942. Et donc, ils ont dénombré 300 sorties de bombardiers. Alors, dans les régions surpeuplées, un bombardier peut faire jusqu'à 200, 250, 300 morts quand il sort pendant toute une journée. Oui. Et à partir de là, le chiffre des 45 000 est tout à fait probable. Il y a même d'autres estimations américaines faites par Murphy, le consul à l'époque, qui était la bête noire de tous les Français, surtout de la France libre. Il a parlé de 80 000. 80 000 ? Oui. Ça veut dire encore le double quasiment de ce qu'annonce, oui, mais de ce qu'affirment les Algériens. Mais du côté français, on a verrouillé donc, tout débat là-dessus à cause du prestige de quelqu'un qui est devenu anticolonialiste sur le tard. C'est Charles-André Julien. Oui. Charles-André Julien n'était pas anticolonialiste quand il a été nommé par Léon Blum en 1936 à la tête du Haut Comité méditerranéen, où les écoles des ulama pour enseigner l'arabe, il a recommandé de les faire surveiller étroitement par la police. Donc il était pour, sans parler d'autres rapports sur l'Afrique subsaharienne, où il dit qu'il faut utiliser les confréries les plus rétrogrades, et le courant moderniste qui devait aller dans le sens de la laïcité, il dit qu'il ne représente rien du tout, il ne faut pas les aider. Pourtant, il est passé pour être l'un des historiens les plus illustres de l'Afrique du Nord. Il aura fallu les carnages de 1945, comme Massignon. Oui. Massignon, a changé de fusil d'épaule après l'ébruitement de ces carnages, mais compte tenu de ses liens avec la SFIO et de sa proximité avec le gouverneur général Yves Châtaigneau. Qui était socialisant, ancien représentant de la France libre à Beyrouth, tous les historiens se sont inclinés. Il dit qu'il a dû avoir des confidences de Châtaigneau. Mais est-ce que ça a été le cas? Est-ce qu'il y a eu des confidences de Châtaigneau à Châtaigneau a dû lui avancer un chiffre, mais nous savons que Châtaigneau a dissimulé la réalité. Puisque quand, rappelons qu'il était gouverneur général au moment des événements. Oui, du 8 mai 1945. Oui. Et quel était le général qui coordonnait les carnages, les massacres? Duval, je crois. Duval. C'est lui qui a dit oui. Je vous ai donné la paix pour 10 ans. Oui, mais les militaires, ils obéissaient au pouvoir civil, parce que Châtaigneau était sur le qui-vive. Il est venu à Paris voir le ministre de l'Intérieur. SFIO aussi, Adrien Tixier, et il lui a dit il prépare une insurrection. Comme ça. Or, l'autre n'avait aucune preuve. On a fait travailler les renseignements généraux. Chaque fois, ils vont dans les cafés, et les renseignements généraux, ils disent qu'il n'y a absolument rien. Or, l'entourage de Châtaigneau disait... Personne n'a vu venir. Peut-être... Non, ils sentaient que... Mais est-ce qu'il y a eu préparation? Rien. C'était spontané. C'est une manifestation autorisée qui a mal tourné. Il n'y a pas eu d'insurrection. D'accord. Il n'y a pas eu nous allons en venir aux faits tout à l'heure. Donc on a une sorte de négationnisme chiffré dont le principal responsable est Charles-André Julien. L'Afrique du Nord en marche. Lui quel chiffre il avance? 6 000. Il a avancé le chiffre de 6 000. Oui. Mais 45 000 reste quand même un chiffre issu d'une extrapolation. Ce ne sont pas des statistiques... Non, les statistiques macabres, personne ne peut les faire. Mais on a maintenant, moi j'ai découvert il y a moins d'1 an, un document confidentiel de la présidence de la République, fait 10 ans après, en août 1955, pour décrire les événements d'août 1955 dans le Constantinois. Et le rédacteur commence par rappeler, il a dit c'est une région... les mouvements d'août 1955 qui ont été aussi des carnages collectifs en réponse à ce qui s'était passé contre des Européens isolés dans des fermes. Oui, mais alors ce rapport, quel est le chiffre qu'il avance? Au moins 30 000. Nous avons dissimulé... Alors, un rapport de la présidence française qui avance le chiffre de 30 000 morts. 30 000. Mais il dit nous avons dissimulé les vrais chiffres. Et il est signé, ce rapport? Non, c'est ce qu'on appelle les notes blanches. 30 000 morts, 30 000 un document de la présidence française. Pourquoi? C'est une déclaration absolument incroyable. Oui, mais on n'en a jamais entendu parler. Ça va dans le sens de
de ce que a trouvé ou a supposé le meilleur des chercheurs sur cette affaire, c'est Jean-Louis Planche, Oui. qui a consacré tout un livre à ça. Oui, oui. Et il dit le chiffre des 30 000 est plausible. Mais sur la base d'extrapolation, il a trouvé que Châtaigneau a maintenu secret un rapport sur la première semaine de répression à Sétif seulement, Oui. qui évaluait à 10 000 le nombre de victimes. Et rappelons que les événements ont duré pendant 7 semaines, environ oui. 50 jours. Oui, il y a la répression officielle, mais les milices Les de milices colons ont oui. continué. Oui. Ont continué leur carnage. Pendant plus que 7 semaines, plus que 50 jours. Oui, oui. Ben, c'était incontrôlé, incontrôlable. À partir du moment où on les a armés, on les a lâchés dans la nature. Donc il y a, du point de vue, on a un patriotisme compréhensible chez la totalité des historiens français, qui ne veulent pas s'intéresser à la note que j'ai trouvée. N'importe quel étudiant en Master 2 peut la trouver. Mais c'est une information majeure. Si, de quelle date, quelle est la date de ce rapport Bon, il y a le rapport qui évalue à 10 000, qui est resté dans les tiroirs enfermés jusqu'à l'arrivée de Léonard, en 1951, le gouverneur qui a remplacé Negelen. Oui. Or, lui, il suivait par le journal Le Monde et tout, il dit « Je veux la vérité sur mai-juin 45 Oui. ». On lui a sorti le rapport que Châtaigneau a maintenu secret. Il a dit qu'il ne faut pas que ça arrive. Il était issu de quel service? Militaire, civil, non. Gouvernement Non, général? non, c'est l'administration le cabinet du gouverneur général. Le gouverneur, c'était un lieutenant-colonel Berger-Vachon. Berger-Vachon, c'est celui qui a menotté Farhat Abbas et Saadan à 9h20, le 8 mai, parce qu'ils étaient venus présenter leurs compliments pour la victoire contre le fascisme. Oui. Or, Avant que n'éclatent les événements de Sétif? Non, le télégramme arrive de l'Estrade Carbonel, oui. de Constantine, qui dit l'insurrection a commencé. Sétif, après que Saal Bouzid ait été on a abattu commencé par le vers commissaire. 9h10 ou 9h15. Oui. Vers 9h20, le télégramme arrive et Berger-Vachon a expliqué à Châtaigneau, ils sont de mèche avec l'insurrection et ils sont venus prendre votre place. Donc c'était un état de paranoïa dans l'administration. Oui. Et donc le chiffre, c'est au moins 30 000. Et les 10 000 pendant la première semaine, c'est le rapport exhumé par Léonard. Et après, on a les carnages des milices. Des milices. On va parler tout à l'heure, on va essayer de savoir tout à l'heure qui a massacré des soldats et des milices. Qui a massacré le plus? Parce qu'il se trouve que certains historiens avancent que parmi les soldats qui ont massacré les populations, se trouvaient ceux qui ont participé à la Deuxième Guerre mondiale, donc à la libération de l'Europe. Youssef Girard, quel était avant d'arriver au détail du déclenchement de ces événements, quel était le contexte général politique au moment des faits? Je crois que si on veut parler du contexte général, il faut revenir à 1942, au débarquement américain, donc le 8 novembre, et après, surtout, à partir de février 1943, il y a la publication du manifeste de Ferhat Abbas, autour duquel vont se retrouver les trois grandes tendances du mouvement national, donc les gens qui étaient proches de Ferhat Abbas, l'association des Ulema et le PPA qui était clandestin à l'époque, puisqu'il a été dissous en 1939. Au moment de publication de ce manifeste, il y a quelque chose qui est extrêmement important politiquement, c'est que Ferhat Abbas, qui était avant la guerre partisan de l'assimilation, rompt avec cette idée assimilationniste et comment dire, et devient nationaliste, même s'il n'est pas révolutionnaire dans le sens du PPA. Après, un an après, il y a la constitution des AML, donc des Amis du Manifeste. Oui. Des Amis du Manifeste et de la Liberté, qui réunit justement les trois tendances, mais cette fois-ci dans une organisation politique concrète et qui va avoir des sections
dans toute l'Algérie. Ça va être un vrai mouvement de masse dans lequel le peuple algérien va se reconnaître pour mener la lutte contre le colonialisme. Ouais. Oui, on vous écoute. On vous écoute. D'accord, excusez-moi. Au sein de ces AML, il va y avoir quelque chose d'important, c'est la montée en puissance du PPA par rapport aux autres tendances, et donc une radicalisation des AML vers des slogans, des mots d'ordre nationalistes beaucoup plus affirmés, et ça va se concrétiser par l'imposition des mots d'ordre du PPA au moment du congrès des AML qui a lieu au début du mois de mars. Juste Girard, quels étaient les mots d'ordre du PPA et les mots d'ordre des AML? Les AML on oublie dans la dynamique révolutionnaire qui va arriver au 1er novembre. C'est d'abord le trucage massif des élections en Algérie après le 8 mai, notamment à partir des élections du 4 avril 48 à l'Assemblée algérienne, puisque à partir de cette date-là, toutes les élections sont truquées et qu'il n'y a pas d'élections libres. En fait, le PPA ou l'UDMA peuvent se présenter, mais les administrateurs coloniaux, les autorités coloniales trafiquent toutes les élections, donc il n'y a plus possibilité de faire évoluer le statut de l'Algérie en recourant à des moyens légaux et démocratiques. Pour revenir à une question, j'allais dire existentielle, comment se fait-il que l'on puisse, comment dirais-je, dénoncer avec autant de vigueur, autant de passion, autant de colère, tout ce que le nazisme a commis de crimes contre les Européens, contre les Juifs, et considérer que c'est une simple action de police que de massacrer 45 000 personnes. Et comment peut-on commémorer une même date, le 8 mai 1945, en libérateur, en saluant les libérateurs d'un côté et en fermant les yeux sur des carnages aussi atroces que ceux qui sont déroulés en Algérie? Comment peut-on? Comment peut-on penser ça? Je pense qu'on peut penser ça à partir d'écrivains algériens ou colonisés comme Malek Ben Nabi, Frantz Fanon ou Aimé Césaire. Qu'est-ce que nous disent par exemple Malek Ben Nabi à ce propos dans l'afro-asiatisme? Il nous dit quelque chose d'assez simple, que les vertus de l'Europe s'arrêtent précisément aux frontières de la race blanche. C'est-à-dire qu'on peut voter la Déclaration des droits de l'homme en France en 1789 et tranquillement continuer l'esclavage dans les colonies françaises. On peut proclamer la Troisième République en France avec tout ce que ça comporte de principes égalitaires pour les républicains et en même temps massacrer 300 000 Algériens qui se sont révoltés contre la colonisation. On peut célébrer la victoire contre l'horreur du nazisme et en même temps massacrer plusieurs dizaines de milliers d'Algériens exactement à la même date. Parce que finalement, pour la colonisation, pour l'Europe, il y a deux humanités. Il y a l'humanité qui est pleinement humaine, c'est-à-dire les Européens blancs et chrétiens, et il y a les autres, et qui ne sont pas tout à fait des êtres humains, qui sont, comme disaient à l'époque des Romains, des animaux doués de parole. Donc ces animaux doués de parole, on peut les envoyer à l'abattoir. Intellectuel français, avait-il réellement une telle perception de l'indigène, qu'il était à peu près infrahumain, pas très loin des bêtes? À cette époque-là, je parle. Hein. Réellement, ils avaient cette perception des gens, de nos parents?
Est-ce que si on reprend par exemple l'analyse que fait un Édouard Saïd de l'œuvre d'Albert Camus, Le roman La Peste qui se passe à Oran et où c'est comme si les Arabes, comme ils disaient à l'époque, n'existaient pas du tout, mais du tout, du tout. voilà, Najib ne sommes Achour, confrontés à des ombres finalement. restez avec nous, Youssef Gérard. Najib Achour, sur ce plan intellectuel, tout à l'heure, Youssef Gérard parlait des intellectuels, parlait de Malk Ben Nabi. Quel a été l'effet de ou les effets du 8 mai 45 en Algérie sur les intellectuels, sur les grands intellectuels algériens comme Malk Ben Nabi, par exemple? Pour ce qui compte Malek Benabi, je pense que ce sera Sadek Salem qui sera beaucoup plus à même que moi de répondre à cette question. On discute entre amis. Il peut en parler s'il le veut. Ouais. Mais ce que je peux dire, c'est concernant les intellectuels, on évoque souvent la phrase, par exemple, de Kateb Yassine, où il dit que c'est assétif, que c'est cimenter son nationalisme. Oui, il l'a dit. Donc, il y a toute une nouvelle génération même d'écrivains, comme Ahmed Reda Hoho, qui lui est en Arabie Saoudite, mais qui est sur le chemin du retour et qui se dit, lorsqu'il voit ce qui est arrivé en Algérie, qui a nécessité non seulement de lutter contre le colonialisme, mais de lutter aussi culturellement contre le colonialisme. Donc, donc là, je reviens aux éléments parce que les ulama, face à ce qui s'est passé, vont reprendre leurs activités, et notamment leurs activités théâtrales, leurs activités visant à promouvoir une vie authentiquement arabe en Algérie, culturelle. Et donc, ils vont relancer les activités théâtrales, notamment avec, comme je vous l'ai précisé tout à l'heure, par le biais d'un écrivain comme Ahmed Reda Hoho. Et il donnait des pièces de théâtre tout à fait, oui. Ah bon? D'accord. Les ulama ont organisé, sous l'égide d'Ahmed Reda Hoho, de grandes tournées théâtrales en Algérie. Le PPA avait lui aussi une troupe théâtrale qui lui était liée, à laquelle participait Abdelhamid Maheri Mouloud Qassem. Ils ont organisé une grande tournée théâtrale dans l'Est algérien, et où ils ont joué des pièces de théâtre à consonance nationaliste, très nationaliste, ou des portraits de Messali El-Hajj et de l'Émir Abdel. Des noms d'acteurs, et par exemple, de metteurs en scène, d'hommes de théâtre que vous connaissez? Pour ce qui est du théâtre en langue arabe à Constantine, Oui. il y a eu, avant que les ulama s'emparent du créneau à Constantine, il y avait le père de l'écrivain Anwar Ben Malek, son père, Shamseddin Ben Malek, qui a été le premier à lancer un théâtre de langue arabe à Constantine. Et ensuite, c'est notamment suite à la répression du 8 mai 45 que lui s'exile au Maroc pour poursuivre ses activités culturelles et théâtrales. Ensuite, le vide laissé par Shamseddin Ben Malek va être comblé par l'arrivée de Ahmed Reda Hoho et par aussi un théâtre beaucoup plus nationaliste qui va être animé par les tenants du PPA, par des cadres du PPA. Et les ulama, est-ce que le 8 mai 45 a été un tournant pour leur activisme? Est-ce qu'il a été un catalyseur? Est-ce que ça a fait changer quelque chose dans leur attitude? Ça a été un tournant parce qu'en fait, il faut savoir que la politique a clivé l'association des ulama en plusieurs tendances. Il y avait une tendance qui était plus ou moins, comment dire, parce que pour les ulama, ils étaient au-dessus des partis. On est au-dessus du PPA, on est au-dessus de l'UDMA. Mais la politique a clivé l'association des ulama en trois tendances. Une tendance qui était plus ou moins proche de Falah Abbas, sous l'égide de Cheikh Bachar el-Brahimi. Une tendance qui était neutraliste, on n'est ni avec l'un ni avec l'autre, incarnée notamment par le Cheikh Abdel Latif Soltani, qui va avoir toute son importance avant le déclenchement de l'insurrection, et une tendance qui penche ouvertement pour le PPA, qui est incarnée par l'Arbi Tebessi. Et il faut savoir que la répression du 8 mai 45 et le positionnement de l'association des ulama et le maintien de l'association des ulama sur une ligne plus ou moins proche de Falah Abbas va faire en sorte que des cadres de l'association des ulama vont quitter l'association des ulama. Notamment un qui est connu dans l'Est algérien, qui est de Ain Baïda, qui est le Cheikh Hajj Belkacem El-Baydawi, qui va être incarcéré après les événements du 8 mai 45 et qui, à sa sortie, va brûler un drapeau français et va être le réformisme. Il faut l'action politique radicale. Mais qu'est-ce qui a fait que le mouvement des ulama soit resté aussi timide, j'allais dire, aussi incolore, l'action politique, j'entends, malgré cette tragédie du 8 mai 45? C'est comme je vous l'ai dit précédemment, c'est-à-dire que les ulama se considèrent comme au-dessus des partis. Leur objectif, c'était de protéger la foi des Algériens, la foi et la langue des Algériens. Et ce qui était vrai au niveau des cadres de l'association de ulama ne l'était pas forcément au niveau des militants de terrain. Comme l'a précisé tout à l'heure Youssef Girard,
On passait souvent d'une structure à une autre. Au sein des Médersa, au sein des Médersa Ouléma, il pouvait y avoir des militants PPA. Comme au sein de Médersa PPA, il pouvait y avoir des militants Ouléma. C'est-à-dire la frontière n'était pas était poreuse entre les deux mouvements. Et surtout, idéologiquement, ils étaient d'accord. Le désaccord était sur la Ce ligne n'était politique. pas rédhibitoire d'appartenir au ulama en même temps que d'appartenir à un autre mouvement politique. Pas du tout. Ah, On pouvait aussi bien étudier au sein de l'association des ulama et être militant PPA. Par exemple, les archives les archives du SLNA estiment à 20% le nombre de sympathisants ou militants PPA au sein du Ma'had ibn Badis à Constantine, fin des années 40. Et il y avait un shir qui était lui ouvertement, qui était membre de l'association des ulama, mais qui était connu pour être ouvertement PPA. C'était le shir El Yajouri, qui était connu pour être un PPA notoire, tout en étant lié, tout en étant membre de l'association des ulama. Donc la politique a clivé l'association et le 8 mai 45 a radicalisé quelques cadres de l'association des ulama. Et plus tard, en 54, est-ce que le mouvement des ulama va encore se compliquer? Est-ce qu'il va entrer de plein pied dans la révolution sans se poser des questions, sans avoir d'état d'âme ou En fait, là, c'est une autre question. Oui, mais juste par Ce curiosité. qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, le cheikh Bachar Brahimi est au Caire. Ouais. Ceux qui président le destiné de l'association des ulama, c'est le cheikh Al-Arabi Tebessi et le cheikh Raddin. Et le cheikh Al-Arabi Tebessi va rompre avec la posture qui était celle du cheikh Bachar Brahimi, qui était celle de compromis, de discussion avec l'UDMA. Le cheikh Al-Arabi Tebessi était connu pour être beaucoup plus radical, beaucoup plus intransigeant. Et la jeunesse de l'association des ulama va se reconnaître pleinement dans le positionnement politique et idéologique de Cheikh Al-Arabi Tebessi. Al-Arabi Tebessi va interdire les liens avec l'UDMA. On ne fréquente plus les cercles, parce qu'à Constantine, il y avait le cercle Ben Badis qui était tenu par l'UDMA. Al-Arabi Tebessi va interdire aux jeunes de l'association des ulama de fréquenter le cercle. Il va rendre quelque peu la frontière étanche entre lui et la formation abbassiste, au nom du principe que l'association des ulama est au-dessus de la politique, est au-dessus des courants politiques. Et c'est d'ailleurs bien pour ça, je présume, que Cheikh Al-Arabi Tebessi a été enlevé à Sig, assassiné par des milices, dit-on, ou Enlevé par la parachutiste. On ne sait pas, ou par les parachutistes. Jusqu'à aujourd'hui. Qu'il a disparu. Exactement. Sadr Sellem, quel a été l'effet, la même question que j'ai posée, quel a été l'effet véritable du 8 mai 45 sur la suite des événements? Alors, sur les intellectuels, concernant Malik Ben-Abi, on a un point de repère, c'est l'attitude de son ami et maître, Mohamed Ben Saï, qui était hospitalisé dans la région parisienne. Et son ancien maître, directeur de recherche Massignon, lui a demandé s'il pouvait lui rendre visite à l'hôpital. Il lui a écrit une lettre qui a beaucoup blessé Massignon et qu'il a lu, Massignon, avec sa franchise. Il lui a dit « Je ne veux pas de votre visite ». Alors que Hamoud Ben Saï était président des amitiés franco-nord-africaines créées en 1932 avec des Français, très proches de Massignon. Il lui a dit « Vous nous avez démobilisés en nous faisant croire à un dialogue possible entre Arabes et Français, musulmans et chrétiens. » Et c'est l'effet direct des carnages de mai-juin 1945. Ben-Abi, dans ses mémoires, il dit qu'il était pour l'insurrection à partir de 1938. À partir de l'histoire de Munich, il a dit qu'il fallait déclencher les opérations à ce moment-là. Ben-Abi était déjà un radical. Maintenant, le Cheikh Al-Bachir, tous les visiteurs chez lui, dans son bureau en 1946, leur attention était attirée par un portrait géant de l'émir Abdelkader accroché sur le mur derrière lui. Ben Badis ne faisait jamais ça. Pourquoi? L'émir Abdelkader, ce n'est pas le lecteur d'Ibn Arabi qui est intéressé. Cheikh Ibrahimi, c'est le fondateur de l'État algérien moderne. Oui. Donc, mais les ulama, depuis le début, n'avaient pas la possibilité de dire la totalité de leur intention, comme Messali le faisait à Paris. Parce que quiconque parlait d'indépendance en Algérie risquait de voir son mouvement interdit et lui-même d'être éloigné. Oui. Ben Badis lui-même a failli être interdit à chaque fois qu'il sortait un peu du politiquement correct. Oui. Mais ça a marqué les esprits, puisque le Cheikh Bachir, qui n'était pour rien, il se retrouve voisin de cellule de Farhat Abbas dans la prison militaire de L'Koudia à Constantine.
Et donc, ça a contribué à le radicaliser. Sans parler de la radicalisation. Sur la population d'une manière générale et au niveau national, sur toute l'Algérie. Est-ce que le 8 mai 1945 a réveillé les consciences politiques? Dans l'Est algérien, c'est incontestable. Mais dans les régions de l'Algérois, de l'Oranie, c'est la répression judiciaire qui a eu des effets là, sur les esprits, des gens qui décident de partir en Orient sous prétexte du pèlerinage et puis ils ne rentrent plus. Par exemple, le fils de la Zawiya al-Qadiriya de Ouad el-Khir, à l'est de Mostaganem, il était très bien noté par le colonel Schoen, confrérie loyaliste, etc. Et puis après, il dit, il a écrit une lettre du Caire, je ne rentrerai en Algérie que lorsque mon pays sera libéré. Et il prend contact avec le groupe du Caire. Comme Qassem Zeddour, parti en 1949, le fameux premier shahid mort sous la torture. Et donc les départs en Orient sous prétexte d'études ou de pèlerinage avaient comme première cause les conclusions tirées de la répression de mai-juin 1945. Au sujet de la repentance, si on peut dire, ou de la reconnaissance du moins de l'État français de ces massacres et d'une manière générale de toutes les souffrances engendrées par le colonialisme sur les populations, comme ils disent, algériennes. Je veux juste rappeler qu'en 2005, l'ambassadeur de France à Alger, Hubert Collin de Verdière, qui était en visite à Sétif, a déclaré ceci. « Je me dois d'évoquer une tragédie qui a particulièrement endeuillé votre région. Je veux parler des massacres du 8 mai 1945. Il y aura bientôt 60 ans. Une tragédie inexcusable. » C'est l'ambassadeur de France. En 2012, à Alger, le président Hollande, je le cite, « Pendant 132 ans, l'Algérie a été soumise à un système profondément injuste et brutal. Je reconnais ici les souffrances que la colonisation a infligées au peuple algérien. Parmi ces souffrances, il y a les massacres de Sétif, Guelma et Kharrata. » Avant son élection lors d'une visite à Alger, Emmanuel Macron a déclaré, je le cite, « La colonisation fait partie de l'histoire française. C'est un crime contre l'humanité. » Il dira aussi, « Si je suis élu, je prendrai des actes forts. Je prendrai des actes forts et je porterai des discours forts sur cette période de notre histoire. » Sadr Salem, merci de nous avoir éclairés sur cette dire un mot là sur... Oui, bien sûr. La déclaration la plus courageuse, c'est celle de Collin de la Verdière. Le reste, d'abord, Macron a fait cette déclaration en tant que candidat et revenu comme président, il n'a pas assumé. Oui. Hollande... Jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à maintenant. On va voir, il lui reste 4 ans. Oui. Bon, il faut pas... Mais on a constaté... parce que Ce sont des mots forts quand même qui ont été prononcés. Oui, mais les journalistes l'ont interrogé à Orassi. Oui. Et il a dit « je vous apporte le numérique ». Et c'était la déclaration faite par Stora dans l'Expression de la veille. Or, là, on a un problème Stora. Les éléments de langage inspirés par Stora, notamment à Hollande, ça apporte une satisfaction qui dure quelques mois aux Algériens. Mais des mots forts ont été prononcés. Reconnaître massacre, la souffrance. Inexcusable, crime contre l'humanité. Oui, inexcusable, oui. Oui. Mais pas... si Macron avait parlé de crime contre l'humanité en tant que président, oui, ça aurait été vraiment un tournant. Oui, en effet. Ce n'est pas le cas. Ben, espérons que ça... Mais les éléments de langage sur la souffrance en un seul mot, oui, parce qu'il y a une souffrance en 2 mots concernant la colonisation, ça c'est les éléments de langage sélectionnés par Stora, qui est devenu le conseiller de tous les princes de la droite et de la gauche, et ça ne suffit pas. À partir du moment où c'est toute la France représentée dans le gouvernement de Gaulle, qui a créé une situation où la vie de n'importe quel indigène, plus ou moins basané, était menacée instantanément. Je vous cite un seul exemple que je n'ai pas pu dire. C'est le témoignage d'Abdelkader Rahmani, le chef de file des officiers qui ont écrit à René Coty en 1957 pour dire on ne va pas combattre en Algérie. Or, Rahmani faisait partie des premières unités qui ont traversé le Rhin et qui étaient en Allemagne, avec ses 2 frères.
Et j'ai un des cousins de mon père qui m'a dit on a été désarmés le 8 mai 1945, alors qu'ils étaient en Allemagne. Il m'a dit on a compris qu'au retour, pourquoi on nous a désarmés. Ils avaient peur que les soldats musulmans se révoltent. Sa mère lui a dit il y a des miliciens, les colons voisins, qui sont venus avec une liste des musulmans qui ont réussi au certificat d'études, dont toi et tes deux frères. Ils étaient chargés d'exterminer tout Algérien titulaire du certificat d'études. Si ce n'est pas un génocide, il faut revoir les définitions. Et nous allons rester là. Je ne pourrai malheureusement pas vous donner le mot de la fin, ni à Youssou Girard. Nous avons dépassé le temps de l'émission. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Merci Najib Achour. Merci Sadr Sillem. Merci Youssou Girard. بقوا على خير بسلامة.